Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo et surtout cette FAQ Thaïlande. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo, c'est une première pour moi, où on va faire une FAQ sur mon expatriation en Thaïlande. Je pense que ça va être la première, tout simplement parce que je sais que ça va amener beaucoup d'autres questions, questionnements, etc. Donc il y aura sans doute une autre partie que je ferai par la suite si vous avez envie d'avoir plus de détails sur un sujet ou sur un autre. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que je m'expatrie en Thaïlande. Je vais vous expliquer un petit peu mon background, comme ça va vous permettre de vraiment comprendre d'où est-ce que je viens et voilà comment j'en suis arrivée là. Pour que cette vidéo soit un minimum organisée, j'ai décidé de faire trois catégories. Il y aura une première catégorie qui sera la vie en Thaïlande, tout simplement. Une deuxième catégorie qui seront des questions qui sont plus personnelles par rapport à mon expérience. Et une troisième catégorie qui sera sur la partie entrepreneuriat. La troisième catégorie, je ne vais pas forcément rentrer dans beaucoup de détails, tout simplement parce que c'est pas les grosses questions que j'ai eues par rapport à mon expatriation. Mais si vous regardez cette vidéo, que vous êtes entrepreneur, potentiellement digital nomade, n'hésitez pas à poser le reste de vos questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une autre vidéo. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas dès maintenant à me suivre si ce n'est pas déjà fait sur Instagram où je vous partage mes aventures sur la Thaïlande, mais surtout mon quotidien d'entrepreneur. Je vous propose qu'on démarre tout de suite parce que la liste est assez longue. Je vais essayer de faire une vidéo qui n'est pas trop longue parce que je sais que ça peut être un petit peu indigeste à regarder. Donc, je vais essayer de synthétiser un maximum mes réponses. On commence par la première question sur la vie en Thaïlande et ça a été quel est le coût de la vie en Thaïlande? Je vous avoue que je vais un petit peu avoir la même réponse que tout le monde, c'est-à-dire ça dépend. Déjà, ça dépend de où est-ce que vous souhaitez vivre en Thaïlande. Si vous voulez aller vivre dans le nord, dans la montagne, à Bangkok, dans la capitale, comme moi, ou alors sur les îles. C'est pas du tout les mêmes budgets. Vous allez avoir avec votre budget des choses qui sont complètement différentes. Moi, je parle pour mon expérience. Je le sais que par exemple, c'est moins cher de vivre dans le nord, donc tout ce qui va être Chiang Mai, Chiang Rai, ce genre de choses. C'est beaucoup plus cher forcément de venir vivre à Bangkok parce que ça reste une capitale. Donc honnêtement, les prix à certains endroits sont très similaires à Paris. Et ensuite, sur les îles, ça va dépendre les îles sur lesquelles vous allez aller. Forcément, une île comme Koh Samui va être bien plus chère parce qu'il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de touristes et il y a aussi des gens qui s'installent là-bas pour du long terme. Par exemple, avec le visa retraite. Si vous voulez que je vous fasse un petit peu un benchmark des prix justement dans le nord, dans les îles et à Bangkok, n'hésitez pas à me le dire, je ferai une vidéo complètement sur le sujet. Ensuite, en ce qui concerne vraiment le coût de la vie en lui-même, qu'on peut séparer en fait en trois catégories si vous voulez, tout ce qui va être appartement, parce que c'est ça qui va vous coûter le plus cher, donc votre logement, la partie nourriture et ensuite, moi, je mets à l'intérieur la partie loisirs. Après, on peut aussi ajouter tout ce qui va être au niveau des assurances. Parce qu'à partir du moment où vous êtes expatrié, vous avez besoin d'une assurance. Ça, on en parlera un petit peu plus tard quand je vais vous expliquer comment moi, est-ce que j'ai fait. Au niveau des appartements, tout ce qui va être Bangkok, pareil, ça va se diviser en fait en différents types de quartiers. Forcément, si vous êtes extrêmement dans le centre, si vous êtes comme moi dans des condos qui font 35 étages où il va y avoir piscine, salle de sport, etc., forcément les prix vont augmenter. Je ne vais pas vous donner de prix particulier, mais honnêtement, ça peut être extrêmement similaire à Paris. Comme, attention, petit disclaimer, vous pouvez trouver des choses à 250, 300, 400, 500 euros qui sont extrêmement bien. Nous aussi, la particularité, c'est qu'on est deux, on travaille de chez nous et on est tous les deux créateurs de contenu. Donc forcément, il nous faut de l'espace pour pouvoir faire ce genre de choses. Et c'est vrai que dans le centre-centre de Bangkok, moi je vis à Klong Toei, on va retrouver énormément de condos avec des petites unités. Donc en fait, c'est des unités qui font 35, 50 mètres carrés. Pour nous, par exemple, c'est trop petit par rapport à ce qu'on a besoin de faire. Et en fait, à partir du moment où vous passez sur un deux chambres, par exemple, les prix peuvent aller extrêmement vite. Mais si jamais vous voulez une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai vraiment quelque chose de très détaillé. Ensuite, si on prend la case nourriture, alors là, forcément, c'est ici qu'on se fait carrément plaisir parce que de manger dehors coûte très peu cher. On peut encore aujourd'hui manger au food court pour 1 euro, ça pose aucun souci. Alors moi, je peux le faire. En soi, mon mec doit mettre un petit peu plus. Il monte peut-être à 2,50 €, 3 € tout simplement parce qu'il mange plus que moi en quantité. Après, en ce qui concerne les courses, vous pouvez aussi faire les courses pour peu cher à partir du moment où vous achetez locaux. Ça, pareil, si vous voulez une vidéo vraiment un petit peu excursion où je vous montre mes courses, là où je vais faire mes courses, etc., n'hésitez pas à me le dire et je vous en ferai une. Après, forcément, à partir du moment où vous achetez des produits qui sont importés, la note, elle est extrêmement salée. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo sur le sujet, sur nos habitudes de consommation maintenant, parce que c'est vrai que quand on a vécu ici les 2 années précédentes,
On n'était pas du tout dans le même mindset et on était très dans le mindset de l'importer justement. On achetait beaucoup de choses qu'on aurait voulu s'acheter aussi en France et en fait, c'était pas du tout la bonne manière de faire en tous les cas. Pour nous, on l'a pas regretté parce que franchement, on a kiffé notre life, mais maintenant, on a vachement changé d'état d'esprit par rapport à ça. Ensuite, deuxième question que j'ai eue, celle qui est sans doute le plus revenue, sous quel visa est-ce que je suis et est-ce que c'est compliqué d'obtenir un visa? Ça pareil, si vous voulez une vidéo hyper détaillée, je vous en ferai une parce que là, on pourrait en parler pendant une demi-heure. Mais très concrètement, il existe différents types de visas. On va avoir le visa élite, qui est un visa extrêmement onéreux, mais qui va vous permettre de rester dans le pays pendant 5, 15 et 20 ans, si je dis pas de bêtises. On a le visa retraite. Comme son nom l'indique, c'est pour les personnes qui sont en retraite à partir du moment où vous avez 50 ans. Donc pareil, là, il y a quelques conditions, entre guillemets, pour pouvoir l'obtenir, mais c'est plutôt intéressant et c'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup de retraités qui viennent ici. On va ensuite avoir le visa étudiant qui va vous permettre de venir ici pour... Alors à la base, c'était beaucoup apprendre une langue. Moi, j'ai énormément de copains qui ont fait ça pendant des années et maintenant, ils proposent également la partie musique, si je dis pas de bêtises, et la partie Muay Thai, qui est beaucoup, beaucoup en train de se développer, mais c'est pas des visas qui sont faciles à obtenir. Ça, je pense qu'il faut un peu casser le mythe de... Alors peut-être que le visa étudiant, c'est OK, mais en tout cas, sur la partie études, apprendre le thaï, mais tout ce qui va être Muay Thai, etc., c'est pas non plus hyper facile à obtenir. Ensuite, vous avez également le visa sous un permis de travail, c'est-à-dire que vous êtes rattaché à une société ici. Donc, vous avez un permis de travail, vous avez le droit de travailler dans le pays, vous êtes fiscalement rattaché dans le pays, etc. Moi, personnellement, c'est le visa sous lequel je suis, mais je vous en dirai pas plus parce que c'est un peu un sujet tabou à chaque fois de parler de son propre visa. Et pour terminer, vous avez également le visa accompagnant. Le visa accompagnant, c'est un visa pour les personnes qui sont mariées. Par exemple, quand on est venu ici, du coup, il y a 2 ans, quand j'ai travaillé ici pour Decathlon, mon conjoint, Léo, nous sommes mariés, était donc sur mon visa accompagnant. Donc lui, il était vraiment là en étant rattaché à moi. Ce qui veut dire que si moi, je vivais plus dans le pays, il ne pouvait non plus y vivre. Un autre visa aussi dont je ne vous ai pas parlé, c'est le visa Smart. En fait, c'est un visa qui est business, donc c'est fait entre gros guillemets pour les investisseurs, les digital nomades. Néanmoins, il y a beaucoup de catégories en fait qui sont très compliquées à atteindre, donc c'est assez compliqué de l'obtenir. C'est pas fait pour des petits entrepreneurs, c'est vraiment fait quand même pour des entrepreneurs qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de cash. Et après, vous avez d'autres types de visas qui sont un peu borderline d'après moi, mais tout ce qui va être visa par exemple volontaire, mais ça, c'est quelque chose qui se faisait énormément, énormément pendant le Covid. Maintenant, ils mettent des gros feux rouges aux personnes qui ont fait justement des visas volontaires. Nous, on l'a fait pendant un tout petit moment et c'est pour ça que, par exemple, on a fait changer tous nos passeports quand on a décidé de revenir ici. Je ne m'étendrai pas trop sur le sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire. C'est vraiment au cas par cas. Je ne peux pas vous conseiller genre quel visa est-ce que vous devriez prendre. Ça dépend vraiment de votre situation, de votre budget. Combien de temps est-ce que vous comptez rester ici? Mais n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions là-dessus. Mettez-moi des commentaires, etc. Et je ferai une vidéo plus détaillée sur le sujet. Ensuite, prochaine question que j'ai beaucoup eue aussi, c'est sur la partie médicale. Comment est-ce que ça se passe quand on vit dans un pays comme la Thaïlande alors qu'on vient d'Europe, qu'on vient de France? Alors pour recontextualiser un petit peu, je pense que vous le savez, mais en France, on a un très très bon système de santé qui fait que vous payez des charges en tant que salarié ou alors en tant qu'indépendant et ça vous permet ensuite d'avoir des soins qui sont complètement remboursés par la sécurité sociale. Ici, c'est plus ou moins le cas aussi. Nous, par exemple, étant sous des permis de travail, on paye nos cotisations à partir de maintenant en Thaïlande. Ce qui veut dire que si on le souhaite, on peut aller ici, dans les hôpitaux, si vous voulez, Thaï. Nous, on a fait le choix, et d'ailleurs c'est le même choix qu'on avait fait quand on a vécu ici pendant 2 ans, c'est de prendre une assurance privée à côté. Donc nous, on utilise April International, qui est honnêtement pas très onéreux par rapport à notre situation. Pareil, ça va être différent suivant votre âge, si vous êtes en couple, etc. Et ça nous permet d'avoir tous nos frais basiques et un peu plus qui vont nous être remboursés. Ce qui veut dire, grosso modo, que nous, personnellement, on va dans des hôpitaux qui sont privés, on paye pour nos services et ensuite on se fait rembourser. Pour l'instant, on n'a pas eu le cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin d'y aller. Néanmoins, quand on a vécu ici pendant 2 ans, moi j'en ai beaucoup, beaucoup abusé. Enfin, pas abusé, mais j'ai eu quelques problèmes de santé, donc j'ai beaucoup été à l'hôpital. Et honnêtement, à chaque fois, tous mes frais étaient remboursés. Sachant qu'au début, ça fait un petit peu peur parce que en fait, on se retrouve à payer des notes de 200, 300 euros et on se dit, ok, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Mais finalement, si vous avez fait le bon choix d'assurance et que vous avez la bonne assurance, vous serez remboursé sans problème. Et d'ailleurs, je pense que c'est hyper important en tant qu'expatrié que de prendre des assurances.
Parce que ici, bon, c'est une grande ville, je vous épargne les détails sur la Thaïlande, mais ça peut aller très très vite. Moi, personnellement, je fais du scooter, donc j'utilise des mototaxis, ce qui veut dire qu'au lieu de prendre un taxi voiture, je prends un taxi moto. Et franchement, en 2 ans, et du coup là maintenant d'expérience, j'ai eu un seul accident et c'était il y a quelques mois où vraiment je suis à peine tombée. Enfin, il m'est absolument rien arrivé, mais j'ai des connaissances voilà, qui ont eu des accidents beaucoup, beaucoup plus graves. Donc il faut faire hyper, hyper attention à ça. Donc vraiment, si vous venez ici, même sur une courte période, prenez une assurance. Pour le prix que ça va vous coûter et la tranquillité d'esprit que vous allez avoir, c'est complètement intéressant. Une autre question que j'ai eue aussi sur la vie en Thaïlande, c'est où vivre en Thaïlande? Alors ça, si vous voulez, je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée, parce qu'en soi, il y a énormément d'endroits en Thaïlande. Vous avez vraiment le cœur, le centre de la Thaïlande, vous avez Bangkok, vous avez le nord, vous avez les îles, vous avez toutes les plages qui sont sur le continent. Donc il y a énormément, énormément de choix pour vivre en Thaïlande. Nous, personnellement, on a fait le choix de rester à Bangkok. On a déjà fait 2 ans à Bangkok et on a décidé de revenir à Bangkok parce qu'on adore la ville pour plein, plein, plein de raisons. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à ça où vraiment je vous montrerai un petit peu mes endroits préférés sur Bangkok. Mais voilà, on a fait le choix de nous dresser ici. Néanmoins, il y a eu un questionnement qui s'est fait aussi au niveau de Chiang Mai, donc tout ce qui va être la partie nord du pays, où c'est les montagnes, il fait quand même beaucoup moins chaud. C'est vrai que là, à l'heure où je vous parle, il fait 37, je crois, ressenti 43, enfin c'est presque invivable. Ça se fait, mais c'est un petit peu compliqué. Alors qu'à Chiang Mai, il fait beaucoup, beaucoup plus frais. Pareil, la question des îles s'est posée. Nous, le problème, c'est que par rapport à la vie qu'on a, on est trop, comment dire, énergétique, entre guillemets, pour aller vivre sur les îles pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas après, mais pour l'instant, voilà, on avait vraiment envie de rester à Bangkok. Donc, vous avez le choix entre la montagne, la plage ou la ville. Ça dépend ce que vous recherchez. Ça dépend aussi de vos habitudes un petit peu. Nous, c'est la seule grosse ville dans laquelle on a vécu, à part Barcelone. Sinon, on a toujours vécu dans des plus ou moins petites villes. Et c'est vrai qu'ici, même si c'est une très grosse ville, on a vraiment l'impression d'être chez nous, on a notre quartier, etc. Donc vraiment, ça dépend de ce que vous recherchez. Avant-dernière question sur la vie en Thaïlande, qui est beaucoup, beaucoup revenue aussi, c'est la question de la sécurité. Alors, comment vous expliquer que la question ne se pose même pas? Petit disclaimer tout de suite, bien entendu, comme dans tous les pays du monde, il y a des dangers. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui vous attaquent, enfin, il y a des dangers partout. Mais si on fait la différence entre la France et la Thaïlande, il n'y a aucune, mais alors aucune question qui se pose. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années de ça, au soir du Nouvel An, je rentre chez moi dans une des rues les plus passantes de Bangkok, Sukhumvit 24 pour ceux qui connaissent, en mini-jupe, éclatée, mais éclatée au sol. Il ne m'est rien arrivé. Et dans 99% des cas, il ne vous arrivera absolument rien. Alors après, bien entendu, ça dépend où vous allez, hein. Je ne dis pas si vous allez à Koh San Road, là où il y a tous les touristes, c'est potentiellement là que vous aurez un petit peu plus de problèmes. Et ça aussi, c'est une mention que j'ai envie de faire, c'est que finalement, et moi je parle pour mon expérience, je fais une grosse généralité ici, donc ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais j'ai l'impression qu'on peut avoir plus d'emmerdement finalement avec les étrangers donc avec les Américains, les Européens, etc., qu'avec les locaux. Parce que les locaux, ils ont aussi des manières de faire qui sont très spécifiques. C'est dans leur culture. Donc, ils vont pas être frontaliers avec vous, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas des voleurs, c'est pas des... Ils vont pas vous attaquer, entre gros guillemets. Ça peut être des chapardeurs, dans le sens où ils vont peut-être essayer un petit peu de vous arnaquer de temps à autre. Mais bon, voilà, ça, c'est partie du folklore, entre guillemets, de la Thaïlande. Et pour autant, enfin, pour avoir vécu ici pendant des années, moi, je crois que ça m'est arrivé 2 fois. Après, forcément, quand on commence à apprendre des petits mots de thaï, ils comprennent qu'on est là depuis un petit moment et du coup, ils savent qu'ils peuvent pas forcément, enfin là, on n'est plus des touristes, ils peuvent plus forcément essayer de nous avoir entre gros guillemets. Vraiment, c'est bon enfant, enfin, c'est jamais aller trop loin ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Si vous recherchez la sécurité, c'est un endroit où vous allez trouver énormément de sécurité. Moi, en tant que femme, je peux parler de Brest comme je peux parler de la France et même Barcelone. Barcelone, par exemple, c'était un cauchemar. Barcelone, il y a une légende qui dit que si tu arrives à partir de Barcelone avec encore ton téléphone, c'est juste miraculeux, quoi. Moi qui suis quand même pas mal sortie dans le Raval, etc. Enfin, c'est un petit peu tendu, je vais pas vous le cacher. Là où, par exemple, je suis pas une grande fan, mais j'ai quand même plusieurs sacs de luxe, jamais je les ai sortis une seule fois à Barcelone ou à Brest. Ici, je peux sortir, le poser sur une table, aller me chercher un café, il y a personne qui va toucher mon sac. Donc c'est clair que ça fait une grosse différence. Mais encore une fois, je fais une grosse généralité. Bien entendu, tout peut arriver dans n'importe quel pays. Et dernière question qu'on m'a posée, plat et le dessert emblématique de la Thaïlande. Alors le dessert, clairement, ça va être le mango sticky rice. Donc c'est vraiment de la mangue avec du sticky rice, donc du riz si vous voulez. Donc tout ça en format sucré. Après le plat, je pense que ça va vraiment dépendre des endroits. Moi personnellement, mon plat
préféré et emblématique, ça va être le khao soi. Donc, c'est un plat originaire du nord de la Thaïlande qui est, en gros, ce sont des nouilles avec du poulet, avec une sauce un petit peu spicy. Et encore, moi qui tolère comme ça, le spicy, ça passe. Ça passe clairement, il n'y a aucun souci. Encore une fois, ça va dépendre où vous allez le prendre. C'est pas le même au restaurant que sur un food court, que sur un marché. Moi qui allais pas mal manger avec mes copains thaïlandais, donc locaux quand je travaillais avec Decat, à chaque fois que je commandais, il fallait qu'ils expliquent, genre, il en faut un qui soit pas trop spicy parce que sinon elle va pleurer pendant 2 heures, quoi. Donc voilà, ça dépend un petit peu de tout. Mais je dirais que ça, pour moi, c'est vraiment, alors c'est pas le plat emblématique de la Thaïlande, mais personnellement, c'est le plat thaï que personnellement, je préfère. On terminera avec la partie entrepreneuriat et je vais du coup enchaîner sur des questions qui sont un petit peu plus personnelles. Première question, pourquoi la Thaïlande et est-ce que c'est notre première expatriation? Alors du coup, pas du tout notre première expatriation. Nous, on s'est expatrié pour la toute première fois en 2015 quand on est parti en Angleterre. Donc pour recontextualiser, jusqu'à notre naissance, jusqu'à 2015, on a vécu en France. Ensuite, on est parti vivre 4 ans en Angleterre, où moi j'ai toujours travaillé pour Decathlon, donc j'ai été mutée de Decat en Decat. J'ai fait toute ma carrière là-bas, en passant de responsable jusqu'à directrice magasin, ouvrir mon magasin, etc. Une fois que j'ai eu ouvert mon magasin, forcément, mon profil devenait intéressant. On m'a proposé de partir en Thaïlande. En réalité, c'est moi qui fais la demande, bien entendu, mais on m'a accepté. On est donc venu passer 2 ans ici à Bangkok avec Decathlon. Donc moi, j'étais avec Decat et mon conjoint était accompagnant. Ensuite, après le Covid, on a décidé qu'on en avait un peu marre. C'est vrai que la Thaïlande, ça a été fermé. Nous, on a vécu une Thaïlande un peu particulière parce que tout simplement, on a vécu 6 mois dans la normalité et 1 an et demi, voire 2 ans dans le Covid. Donc ça a été très, très bizarre. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on en a eu marre et on a décidé de partir. On est parti, on est allé vivre 1 an à Barcelone et ensuite, pour des raisons qui nous sont personnelles, on est rentré en France pendant 1 an et demi. Ce retour en France nous a fait toute utilité que c'était pas fait pour nous, on voulait absolument repartir. On a commencé à se poser des questions en septembre l'année dernière où on a envisagé 2 destinations, Malte et la Roumanie. Finalement, Malte est vite devenu un problème dans le sens où c'est très très petit, les prix sont extrêmement chers. Voilà, il y avait plein de raisons qui nous mettaient un gros feu rouge. Donc on a envisagé d'aller vivre en Roumanie. Pourquoi la Roumanie? On a déjà visité la Roumanie, on adorait la Roumanie et on s'était dit pourquoi pas, c'est hyper intéressant par rapport à ce qu'on fait. Donc on y est allé, on a visité, on a fait des visites d'appartements, on a vu des avocats pour nos sociétés, etc. Trop compliqué, plein de feux rouges aussi. Et en fait, très très vite, on a eu la situation où on s'est dit, c'est pas pour nous. Et du coup, on s'est vraiment posé un matin à notre café, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Enfin, on était un petit peu perdus parce qu'on savait qu'on voulait pas rester en France, mais on se posait la question de où aller après. Et en fait, tout de suite, ça nous est venu, le seul endroit où on a été le plus heureux, c'est la Thaïlande. Alors pourquoi pas revenir en Thaïlande, maintenant le Covid s'est terminé, et quand bien même, si c'était encore le Covid, entre guillemets, je pense qu'on serait revenu parce qu'on était trop, trop bien ici. On a vraiment cette sensation de se sentir chez nous, pour vous dire, là, ça va faire 3 semaines que je suis revenue, 2 semaines, je pense. Je suis trop bien, enfin, j'ai vraiment repris mes habitudes, j'ai l'impression d'être chez moi. Donc je pense que ce sentiment-là est primordial par rapport à toutes les raisons, c'est cette sensation de se sentir chez soi. Deuxième question, pourquoi avoir choisi Bangkok? Tout simplement parce qu'on adore la ville. On avait aussi, à notre âge, de par ce qu'on fait, ce besoin d'être entouré de personnes qui sont hyper motivantes. Donc on a beaucoup de copains entrepreneurs ici. Moi j'ai mes amis forcément locaux, thaï, qui le sont aussi également. Et je sais pas, c'est vraiment la vibe de la ville qui fait ça. Et en fait ici il faut savoir que je vais pas dire que c'est le New York de l'Asie, mais tout est possible. Tout est possible à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, peu importe ce que vous avez envie de faire, tout est absolument possible. Et ça, c'est. Je sais pas comment expliquer, même si nous, on n'en profite pas du tout, parce qu'à 22 heures, on est couché. Mais voilà, il y a cette sensation de tout ce qu'on a envie de pouvoir faire, en fait, c'est complètement faisable ici en Thaïlande. Et nous, ça nous fait kiffer parce qu'on se sent vraiment bien ici. On a envie aussi de nous se dépasser par rapport à ce qu'on fait. Et ouais, je sais pas, je trouve que la qualité de vie, en fait, est incroyable. Après, on s'était posé la question aussi par rapport à Chiang Mai et on s'était dit oui, mais non, parce que c'est quand même vachement loin de tout. On n'aurait peut-être pas kiffé autant. Alors après, y aller passer 2, 3 semaines de temps à autre, carrément, mais voilà, pas forcément sur le long terme. Et la même question est revenue aussi par rapport aux îles, où on s'est dit qu'on n'avait pas envie d'aller sur les îles, de rester sur les îles, etc., sur le long terme, pour l'instant. Il est vrai qu'on envisage potentiellement à la fin de cette année, donc pas de cette année 2024, mais si vous voulez, là, le condo dans lequel on est, en fait, en Thaïlande, tous les condos sont pour 1 an. Donc, vous signez pour 1 an. Si vous partez en avant, vous perdez votre dépôt, sachant que c'est des gros loyers et que c'est 2 mois de dépôt, de garantie, pardon, si vous voulez. Donc, forcément, on sait qu'on va rester ici 1 an. Et je sais qu'on va se poser beaucoup la question cette année. Et d'ailleurs, on y ira
beaucoup cette année pour voir des villes comme Hue An, par exemple, qui sont juste à côté de Bangkok, à peu près à 2h30 de voiture, et où il fait extrêmement bon vivre. On serait près de la plage, on pourrait avoir une maison, etc. Donc potentiellement, c'est là vers où on se dirigerait ensuite. Ensuite, on m'a aussi beaucoup demandé ce que j'aimais manger ici. Parce que apparemment, certains d'entre vous se posent la question de comment est-ce que ça se passe en fait la nourriture. Parce que vous regardez des vlogs entre guillemets de touristes et que vous voyez que des gens manger des trucs super spicy, spécial, hyper différents de ce qu'on peut manger en Europe. Alors, il faut savoir que ici, vous pouvez manger ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez tant manger du pur thaï que vous pouvez manger, il y a beaucoup de Coréens, de Japonais, comme il y a énormément, énormément, énormément d'Européens. Donc ça, pour la petite anecdote, et je vous en ferai une vidéo beaucoup plus détaillée quand on parlera plus alimentation et sport dans une autre vidéo, c'est que moi j'ai fait l'erreur, quand on a habité ici, il y a du coup 2 ans, d'être beaucoup dans, ok, j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, j'ai pas forcément envie de beaucoup manger taille, et du coup, en fait, je suis restée à manger européen. Ce qui veut dire que je cuisinais européen, ça en soi, c'est pas un problème, c'est encore le cas aujourd'hui, mais je mangeais aussi européen quand je sortais. Du coup, ça a limité énormément mon conjoint qui adore la bouffe thaï. Et ça me limitait aussi dans tout ce que j'allais pouvoir faire en fait. À chaque fois, pareil, que j'allais manger avec mes collègues thaï, bah, c'était un petit peu une. Ouais, enfin, c'était chiant quoi. Franchement, j'étais hyper casse-couille avec ça. Et en fait, quand on est revenu ici en décembre, je me suis dit, ok, Aude, il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Tu peux pas rester en fait sur cette notion-là. Il faut que tu apprennes à manger du thaï, il faut que tu apprennes à manger du spicy. En plus, si j'ai envie de rester là toute ma vie, il y a bien un moment où il va falloir que je passe au-dessus. Donc, je suis passée au-dessus. Et c'est vrai que maintenant, bah, je fais l'effort, quoi. Je fais l'effort, j'apprends, je goûte aussi des choses qui sont pas trop compliquées, entre guillemets. Pour les gens qui connaissent la Thaïlande, je vais pas aller manger une papaya salade. Mais par contre, voilà, le khao soi, j'apprécie énormément. Enfin voilà, j'essaye plein de petits trucs comme ça qui vont me permettre aussi d'apprendre à manger beaucoup plus facilement du spicy. Mais vraiment, je vous ferai une vidéo détaillée là-dessus qui sera plus basée sport, alimentation, parce que je vous la fais courte, mais j'ai pris énormément de poids quand j'étais en France pendant 3 mois toute seule, donc j'ai envie de faire une grosse, alors pas prise de masse, mais j'ai envie de changer mes habitudes alimentaires, donc on fera une vidéo dédiée à ça et je vous parlerai beaucoup plus d'alimentation dans celle-ci. Une autre question qui est vachement revenue, parce que vous savez que je suis bretonne, c'est est-ce que je trouve du beurre salé? Mais oui, à 100%, il y a aucun souci, il y a du beurre salé, les Thaïs font même du beurre salé, il y a aucun problème là-dessus. Et ça, pareil, de la même chose, je pense qu'on fera vraiment une immersion dans un centre commercial, un de ces quatre, pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble de faire ses courses ici quand on est expat, parce que forcément, c'est pas du tout la même chose quand vous êtes touriste, vous n'allez pas faire les mêmes courses qu'entre guillemets. Le 7-Eleven, vous allez le bouffer, mais vous n'allez pas forcément aller faire vos courses au supermarché. Et du coup, j'ai vraiment envie de vous montrer aussi comment ça se passe sur cette partie-là. Et une des erreurs fondamentales que j'ai fait il y a 2 ans, c'est-à-dire, étant bretonne, de partir du principe que je ne pouvais pas bouffer du beurre qui n'était pas français, qui n'était pas, en plus, pour vous dire, il y a le beurre Legal qui vient de tout vient, enfin, bref. Donc, j'étais vachement kéblo là-dessus. Et en fait, bah, cette année, je suis pareil sortie de ma zone en me disant, bah non, en fait, il faut que je teste les trucs d'ici, surtout par rapport au prix. Parce qu'il faut savoir que si le beurre, par exemple, Legal, donc qui est breton et qui est du beurre salé, ça coûte, je crois, 8 euros, un truc comme ça, alors que le beurre thaï, je vais le payer 2 euros. Donc forcément, il y a un moment où je me suis dit, niveau budget, il faut quand même être réaliste. Qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de travailler un peu là-dessus? Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, il faut que je teste d'autres choses. Et c'est ça que je fais en ce moment. Et franchement, ça me fait une grosse différence. Et c'est pas une sortie de zone de confort énorme, mais pour moi, qui a pas un souci avec l'alimentation, mais je suis très piquée dans tout ce que je mange, franchement, ça me fait sortir de ma zone de confort. Donc, oui, il y a du beurre salé. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une immersion dans les supermarchés pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on retrouve aussi ici et quels sont les équivalents en fait en version taille. Parce que ça sert à rien d'acheter de l'importé, honnêtement, vu les prix, autant essayer de trouver toutes les versions taille. Ensuite, on m'a pas mal posé la question aussi par rapport à mon dernier bilan, c'est comment est-ce que je me sentais. Eh bien, écoutez, autant les premiers jours ont été hyper difficiles parce que, bah, pour vous recontextualiser un petit peu, on est venu ici en décembre, mon conjoint est resté ici, je suis rentrée, passé 3 mois toute seule en France pour faire le déménagement. Ça a été hyper bizarre, forcément, d'être toute seule, de faire le déménagement. J'ai eu énormément de stress lié à ça avec le travail, plein de trucs. Et en fait, je me suis retrouvée complètement déboussolée quand je suis arrivée ici, en me posant la question, en me disant, mais est-ce que t'as pas fait une grosse connerie? Et ça a duré 3 jours. Ça a duré 3 jours, et en fait, à partir du moment où j'ai récupéré ma vie, c'était le bonheur. Et aujourd'hui, j'ai pas les mots à quel point c'est le bonheur. J'ai tellement hâte. C'est pas de vous montrer ma vraie personnalité, mais c'est vrai qu'on est sur une chaîne qui est très business, donc je vous montre un côté de ma personnalité qui est très business, mais c'est que 30% de ma personnalité. Et j'ai tellement, tellement hâte de vous faire des vlogs ici pour vous montrer à quel point, déjà, je suis beaucoup plus fun et à quel point
c'est trop intéressant de pouvoir vous infiltrer un petit peu dans cette vie entrepreneur, expatrié, etc. J'ai trop envie de montrer. Donc, pour répondre à la question, je vais très bien. Ensuite, une autre question qui est beaucoup revenue, j'ai répondu rapidement au-dessus, c'est quel était mon visa et comment l'obtenir. Ça, je ne parlerai pas ici parce que c'est des sujets qui sont hyper tabous, c'est juste comme ça. On ne parle pas de trop de son visa sur Internet, c'est juste la manière dont ça se fait. J'ai regardé énormément de FAQ thaïlandaises, etc. Et tout le monde a la même réponse. Donc, et je comprends pourquoi. Et si un jour vous êtes amené à venir, vous comprendrez pourquoi aussi. Néanmoins, si jamais vous êtes vraiment, vraiment prêt à venir en Thaïlande, à vous installer, etc. et à rester ici par rapport à votre métier entrepreneur, je dis bien, il faut déjà que vous ayez un business parce que avoir un visa ici, ça coûte de l'argent. Oui, bien entendu, vous allez avoir des visas étudiants. Je crois que ça coûte, honnêtement, j'en sais rien parce que j'en ai jamais fait, mais ça ne doit pas coûter très cher. Moi, le visa sur lequel je suis, il coûte cher. C'est pas le visa élite, mais il coûte cher quand même. Donc, il faut aussi avoir ce questionnement de, OK, est-ce que j'ai l'argent pour pouvoir vivre en Thaïlande aussi avec tel ou tel type de visa. Donc ça, il faut y faire attention. Ensuite, on m'a posé la question, quoi faire pour bien préparer son expatriation? Alors ça, honnêtement, je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet de l'expatriation parce que il y a trop de choses à faire. En fait, c'est c'est pas compliqué, hein, mais il y a plein, plein, plein de choses à faire. Donc, si vous voulez vraiment, mettez-moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo dédiée à l'expatriation. Que faire? Comment préparer dans votre pays suivant, enfin, pas suivant là où vous êtes. Je vais pas faire du cas par cas, mais je vais parler de la France. Et qu'est-ce que vous devez vraiment faire quand vous arrivez ici? Parce qu'il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Pareil, il y a plein de choses qui sont à faire quand vous arrivez. Enfin, c'est tout bête, mais vous trouvez une carte SIM, comment faire votre assurance, comment faire vos premières courses, comment trouver un appartement. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais ça vraiment, ça mériterait une vidéo complètement dédiée au sujet. Et je vais finir cette FAQ par deux questions qui m'ont été posées sur la partie entrepreneuriat. Je pense que toute cette FAQ va vous amener d'autres questions, donc n'hésitez pas à bombarder dans les commentaires. Et s'il faut, je ferai une deuxième version de cette vidéo. Donc première question qui m'a été posée, est-ce qu'il y a des changements au niveau de mon statut et de ma société? Est-ce que je vais expatrier ma société en Thaïlande? La réponse est non. Pas pour l'instant, ou peut-être jamais. Pour vous recontextualiser, moi j'ai une société en Angleterre et j'ai également des sociétés en France. À l'instant T, ma société en Angleterre est en veille et j'utilise ma société qui est en France. Ce qui veut dire que pour la France, je paye des impôts sociétés, impôts revenus et l'URSSAF. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de venir sur un visa qui me permet d'être fiscalement rattaché à la Thaïlande. Ce qui veut dire qu'à partir de 2024, mes impôts revenus et mes cotisations ne sont plus payés en France, mais seront payés en Thaïlande. Donc je suis vraiment rattachée à la Thaïlande. D'ailleurs, le format sur lequel je suis par rapport à mon visa me fait que je peux me payer également en Thaïlande. J'irai pas plus loin là-dessus. Par contre, je payerai toujours les impôts sur les sociétés en France, étant donné que mes sociétés sont en France. Par la suite, et ça on va le voir en fait au cours de l'année, comment est-ce qu'on va faire au niveau du prix que ça nous coûte, ce genre de choses, on va potentiellement fermer les sociétés qui sont en France pour rouvrir d'autres sociétés. Mais pas forcément en Thaïlande. Parce que c'est assez compliqué d'ouvrir des sociétés en Thaïlande. C'est pas compliqué dans le sens administratif, parce que ici tout est facile. Mais alors ça d'ailleurs, j'en ai pas parlé aussi. Un des gros points positifs de la Thaïlande, c'est que l'administratif, c'est incroyable. En fait, à partir du moment où vous parlez pas thaï, vous pouvez pas le faire. Donc vous prenez un agent et c'est lui qui fait tout pour vous. Donc ça, c'est fantastique. Et c'est pas si cher que ça. Donc c'est incroyable. Mais, mais par rapport aux sociétés, ça peut être un peu compliqué. Donc potentiellement, on va ouvrir une société, mais à un autre endroit. Je vous en parlerai plus tard si besoin. Mais en tout cas, pour l'instant, les sociétés restent en France. Et deuxième question que j'ai eue, est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour toi, pour ton organisation business? Oui, forcément, ça change tout. Parce que déjà, il y a un décalage horaire de 5 heures pendant la période été et de 6 heures pendant la période hiver. Donc, je ne peux plus faire les mêmes choses que ce que je faisais avant. C'est-à-dire que je ne peux plus être au téléphone autant que je l'étais, je ne peux plus être autant disponible pour mes clients, ce qui engage à plein de choses, ce qui veut dire que je vais faire beaucoup moins, voire plus du tout, de prestations de services. Ce qui veut dire également qu'au niveau du coaching, je vais énormément réduire. Je vais toujours garder des gens parce que j'ai des clients de cœur avec qui j'ai envie de travailler pendant des années. Donc, ces personnes-là, je vais les garder. Par contre, c'est pour ça que je travaille énormément, énormément sur le développement de Get You Launch Done. Get You Launch Done, si vous ne savez pas ce que c'est un programme en ligne avec un coaching de groupe une fois par mois qui vous permet de créer votre première offre, organiser votre premier lancement, apprendre à faire votre communication. En gros, best programme ever. On est déjà 170, 180, je crois. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Et en fait, d'avoir ce programme-là, ça me permet vraiment de me concentrer là-dessus. De la même manière que ça change aussi beaucoup ma création de contenu. Là où avant, je filmais mes vidéos tous les lundis matins, j'étais un peu perturbée, j'avais des gens qui essayaient de m'appeler, j'avais des messages, des mails, etc.
Aujourd'hui, plus personne ne me parle jusqu'à 13 heures de l'après-midi. Donc je vous avoue que c'est fantastique. Après, j'ai fait aussi le choix de vraiment prévenir énormément en amont mes clients. C'est-à-dire que ça fait 6 mois qu'ils savent que je viens vivre ici. Donc il n'y avait pas ce questionnement de «Ah bon, tu vas plus être disponible après 14 heures?» Bah non, je serai plus disponible après 14 heures parce que 14 heures, pour moi, c'est ma fin de journée. Voilà, je commence en fait mon début de soirée et il est hors de question pour moi, en étant ici, de travailler par exemple jusqu'à 22 heures. J'arrête de travailler à 18 heures, 19 heures, 20 heures parfois. C'est vrai que j'ai beaucoup de mes clients qui sont au Canada, donc je suis beaucoup au téléphone jusqu'à 20 heures, 20 heures 30. Mais voilà, j'adapte vraiment mon organisation par rapport à ça. Même chose, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet, genre une journée dans ma vie, entre gros guillemets, par rapport à toute mon organisation pour que vous puissiez comprendre également comment ça fonctionne. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette FAQ. C'était déjà assez complet, je trouve, il y a pas mal de choses. Quand bien même, j'aurais pu aller beaucoup plus dans le détail sur plein de trucs, mais sinon, franchement, on va se retrouver avec une vidéo de 45 minutes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire et je ferai à ce moment-là une deuxième version où je ferai des plus petites vidéos détaillées sur certains sujets. Ne vous inquiétez pas, les contenus business, Notion, organisation vont continuer, mais potentiellement, on aura une troisième vidéo à venir par semaine. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.